Depuis, je crois que ces montagnes ne sont pas simplement des lieux sauvages. Elles sont habitées par des êtres anciens, des gardiens de la nature qui veillent sur ce qui leur appartient. La raison pour laquelle le gouvernement nie l'existence du Bigfoot est bien plus stratégique qu'il n'y paraît. S'ils admettaient l'existence de cette créature, celle-ci deviendrait automatiquement une espèce protégée, ce qui empêcherait les grandes entreprises forestières de continuer à abattre des arbres dans son habitat naturel. Et il ne faut pas se leurrer, l'industrie du bois est l'une des plus lucratives, une véritable vache à lait économique. Donc, tant que possible, ils continueront à nier son existence pour pouvoir préserver leurs intérêts et leurs profits. C'est une théorie que je connais de manière assez personnelle. Mon père, mon grand-père et même mon arrière-grand-père travaillaient tous dans de grandes entreprises de coupe de bois. Mon père est décédé récemment, repose en paix, papa, mais il avait en sa possession des preuves tangibles de l'existence de ces créatures. J'ai vu les documents moi-même, et il ne les montrait à personne. Mais depuis son décès, j'ai pensé qu'il serait peut-être temps de partager cette information. J'habite en Arkansas, et mon père vivait en Géorgie au moment de sa mort. Actuellement, j'essaie de convaincre ma belle-mère de m'envoyer ces documents, ou au moins une copie. Mais voici ce qui est encore plus intéressant, les gros bonnets de l'industrie forestière et le gouvernement ne désignent pas cette créature sous le nom de Bigfoot. Il existe un terme scientifique précis, dont je ne me souviens pas exactement, mais il semblerait qu'il y ait différentes espèces à travers l'Amérique du Nord et même dans d'autres régions du monde. Selon les informations contenues dans ces documents, ces créatures sont réparties géographiquement et possèdent des caractéristiques différentes selon les régions. La simple reconnaissance officielle de l'existence d'une de ces créatures entraînerait une série de mesures de protection qui bloqueraient immédiatement des milliers d'hectares d'exploitation forestière. Les intérêts économiques sont trop importants pour que des preuves émergent. Ce n'est pas qu'une question de folklore ou de légende urbaine, mais plutôt un véritable enjeu pour les compagnies de coupe de bois et pour les gouvernements qui les soutiennent dans l'ombre. C'est un secret bien gardé, et les preuves de mon père pourraient être la clé pour lever le voile sur ce mystère. Voici l'histoire de mon père qu'il m'a racontée une fois, et que je n'ai jamais oubliée. À la fin des années 70, mon père travaillait dans une scierie à Samarinda, sur l'île de Bornéo, en Indonésie. Il y faisait du travail typique de scierie, en plein cœur de cette région riche en forêt tropicale. Un jour, il a vu un attroupement de personnes autour d'une sorte de cage improvisée construite par les habitants locaux. La scène l'a surpris, car à l'intérieur de cette cage se trouvait une grande créature ressemblant à un primate, qui se tenait debout. D'après son récit, cette créature mesurait près de 2 mètres de haut. Son pelage était similaire à celui d'un orang-outan, avec une couleur rousse et épaisse. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est que le primate semblait pleurer. Mon père, intrigué, a demandé aux locaux comment cet étrange primate avait fini par se retrouver là. Un des villageois lui a raconté que quelques jours auparavant, un homme du village voisin avait disparu en pleine forêt alors qu'il chassait. Les villageois, inquiets, étaient partis à sa recherche dans les bois. Lors de leur expédition, ils ont découvert une énorme empreinte de pied, bien trop grande pour appartenir à un être humain. Ce détail les a poussés à diviser leur groupe en petites équipes pour suivre les traces laissées par la créature. À leur grande surprise, ils ont fini par retrouver l'homme disparu. Il était ligoté, perché en haut d'un arbre, dans ce qui ressemblait à un nid de primate. Une fois secouru, il leur a raconté qu'il avait été kidnappé par un singe qui marchait debout, comme un humain. Intrigués et effrayés à la fois, les villageois ont décidé de retourner en forêt le lendemain pour capturer cet étrange primate. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais selon mon père, ils ont réussi à le trouver et à le capturer, d'où la cage improvisée. La créature capturée était une femelle. Les villageois ont émis l'hypothèse qu'elle avait kidnappé l'homme dans le but de faire de lui une sorte de mari. La pensée est perturbante, mais c'était la seule explication qu'ils pouvaient imaginer face à un comportement aussi étrange. Mon père ne savait pas ce qu'il était advenu de la créature. Cependant, il a entendu dire par certains de ses collègues que les villageois l'auraient finalement tué pour éviter de futurs enlèvements. Et c'est ainsi que l'histoire se termine.
Il y a quelques années, après le décès de mes grands-parents, j'ai été chargé de vider leur vieille maison. Elle était située à la lisière d'une forêt dense, entourée de pins qui semblaient presque garder les lieux. Lors d'un après-midi pluvieux, alors que je fouillais le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte en métal sous un tas de couvertures poussiéreuses. Elle était rouillée et couverte de toiles d'araignée. Par curiosité, je l'ai ouverte, et à l'intérieur se trouvaient des lettres, des croquis et un petit journal. En parcourant les pages jaunies, j'ai découvert que ce journal appartenait à mon arrière-grand-père, un homme dont on ne parlait jamais vraiment dans la famille. Ces notes commençaient par des récits ordinaires sur la vie à la ferme, les hivers rudes, la plantation des cultures. Mais plus je lisais, plus le ton de ses écrits changeait. Il décrivait des rencontres nocturnes dans les bois derrière la ferme, des bruits de branches cassées, des pas lourds qui semblaient suivre ses mouvements, et des murmures rauques qu'il ne pouvait expliquer. À un moment, il racontait avoir aperçu une créature debout près d'un grand chêne à la tombée de la nuit. D'après sa description, cette silhouette mesurait plus de 2 mètres, et était recouverte de poils sombres. Elle émettait des sons gutturaux, presque comme une voix. Il notait que, même s'il n'avait pas pu voir son visage, il sentait une présence intelligente, presque humaine. Mon arrière-grand-père semblait partagé entre la peur et la fascination. Ce qui m'a le plus frappé, c'était une phrase écrite à la fin d'une des pages, « Ils veillent, et ils savent que je suis ici ». J'ai eu des frissons en lisant ces mots, et cela m'a poussé à interroger les membres de ma famille. J'ai demandé à mon oncle s'il savait quelque chose sur cette créature ou sur l'arrière-grand-père, mais il m'a seulement répondu, « Il y a des choses qu'on n'interroge pas », sa voix était grave et son regard, distant. C'était comme s'il voulait me protéger de quelque chose. Cette découverte m'a obsédé pendant des semaines. Je n'arrivais pas à me sortir ces histoires de la tête. Un jour, j'ai décidé de retourner dans ces bois que mon arrière-grand-père décrivait dans ses écrits. J'ai marché pendant des heures, suivant les anciens sentiers de chasse qui serpentent à travers la forêt. À un moment, je suis tombé sur une clairière où les arbres semblaient avoir été pliés, presque comme une barrière naturelle. Je ne sais pas si c'était l'imagination ou les récits de mon arrière-grand-père qui me jouaient des tours, mais j'ai senti une présence, quelque chose d'invisible mais palpable. Je me suis retourné plusieurs fois, ayant la désagréable sensation d'être observé. Finalement, j'ai quitté les bois, mais ce sentiment de mystère et de secret profondément enfoui reste en moi. Il y a quelques années, j'étais dans les bois du Kentucky pour faire une randonnée et chercher du ginseng. C'était une journée particulièrement calme, et l'air était imprégné de l'odeur humide des feuilles en décomposition, une odeur familière et rassurante. Je me trouvais sur ma propriété, une vaste étendue boisée loin de toute civilisation. Les arbres anciens formaient une canopée épaisse qui filtrait la lumière du soleil en des rayons dorés. C'était un endroit que je connaissais bien, ayant passé de nombreuses journées à explorer chaque recoin de ce terrain isolé. Je m'étais arrêté pour fouiller le sol, cherchant les petites pousses de ginseng qui poussent souvent à l'ombre des grands arbres. C'est alors que quelque chose d'inhabituel se produisit. Une petite pierre roula doucement devant moi. J'ai levé les yeux, intrigué. À première vue, cela ne me semblait pas si étrange, peut-être un glissement naturel du terrain ou une pierre ayant été déplacée par le vent. Je balayais la zone du regard, n'y voyant rien de particulier. Quelques instants plus tard, une autre pierre atterrit à environ 2 mètres de moi. Au début, je ne me suis pas inquiété. La curiosité avait pris le dessus, et je me demandais simplement ce qui pouvait causer ces mouvements étranges. J'ai continué à avancer, montant sur une petite colline escarpée, en gardant un œil autour de moi. Le silence des bois était presque étouffant, chaque craquement de branches semblait amplifié. Je ressentais une légère tension, mais rien de suffisamment alarmant pour que je m'arrête. Je n'avais pas fait plus de 30 mètres lorsqu'une autre pierre atterrit juste à côté de moi. Cette fois, quelque chose clochait. Je me suis arrêté net, balayant de nouveau les environs du regard. Tout était étrangement calme. Aucun bruit d'animaux, pas même un souffle de vent. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, un rythme qui s'accélérait lentement alors que je réalisais que je n'étais peut-être pas seul. Puis, sans avertissement, une véritable pluie de petites pierres se mit à tomber autour de moi. Ces pierres étaient minuscules, presque comme des cailloux. Elles tombaient par dizaines, sans toutefois jamais me toucher.
C'était comme si quelqu'un ou quelque chose voulait me faire peur, ou me faire déguerpir. La tension monta rapidement. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser, une sensation glaciale me parcourut le dos. C'était un signal instinctif, une sorte de mise en garde intérieure. Tu es en danger, pars immédiatement. J'ai pris la décision de quitter les lieux aussi rapidement que possible. Je me suis mis à descendre la colline, le cœur battant à tout rompre, mes oreilles attentives au moindre bruit. Les petites pierres continuaient de tomber sporadiquement autour de moi. Parfois, je pensais apercevoir des ombres se déplacer entre les arbres, une forme sombre et rapide, mais chaque fois que je me tournais pour voir, il n'y avait rien. Juste le vent qui soufflait légèrement, les arbres imposants et le sol couvert de feuilles mortes. Je savais que personne d'autre ne se trouvait sur ma propriété. L'endroit est si isolé que je n'ai aucun voisin à des kilomètres à la ronde. La seule route est une piste de terre rarement empruntée. Qui pourrait bien s'aventurer ici? Et pourquoi jouer ce genre de jeu, si c'était effectivement un humain? J'ai continué de descendre, mon pas devenant de plus en plus rapide, presque une course. Le sentiment de danger ne faiblissait pas, au contraire. Mon esprit passait en revue toutes les histoires effrayantes que j'avais entendues sur les forêts isolées, les légendes de créatures mystérieuses ou de phénomènes inexpliqués. J'essayais de garder mon calme, mais la peur grondait en moi, chaque son et chaque ombre amplifiant cette terreur sourde. Finalement, après ce qui me sembla être une éternité, je suis parvenu au bas de la colline. Les pierres avaient cessé de tomber, mais le silence persistant restait angoissant. Je n'avais jamais ressenti une telle présence auparavant, comme si quelque chose d'invisible ou de caché m'observait. Une fois arrivé à l'orée de la forêt, je me suis retourné une dernière fois. Les arbres étaient là, majestueux et immobiles, et aucune pierre ne roulait plus sur le sol. La forêt était redevenue calme. Je suis rentré chez moi, secoué mais soulagé d'avoir quitté les bois. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à quiconque, de peur que l'on me prenne pour un fou. Mais depuis ce jour, chaque fois que je retourne sur ma propriété, je reste sur mes gardes. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui ou qui a essayé de m'effrayer ce jour-là. Était-ce une simple coïncidence, un phénomène naturel que je ne comprenais pas? Ou bien quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux? Je n'ai toujours pas la réponse, mais une chose est sûre, cette forêt n'est plus tout à fait la même pour moi. C'était un week-end de printemps, un de ces jours où l'air est encore frais mais où le soleil réchauffe la terre. Avec 3 amis, nous avions décidé de partir en randonnée dans une chaîne de montagnes réputée pour ses paysages spectaculaires et ses sentiers isolés. Nous étions tous des randonneurs expérimentés, habitués à la nature et aux imprévus, et ce week-end devait être une simple escapade entre amis pour profiter de la nature. Le matin, tout se passait bien. Les sentiers étaient dégagés, le ciel était bleu, et l'ambiance était détendue. Nous plaisantions, prenions des photos, et admirions les points de vue. Mais en début d'après-midi, alors que nous progressions sur un sentier longeant une forêt dense, le temps a soudainement changé. Un épais brouillard a commencé à descendre sur la montagne, enveloppant les arbres d'un voile blanc. Nous avons décidé de rester groupés pour éviter de nous perdre, mais à un moment donné, l'un de mes amis s'est éloigné un peu du groupe, marchant légèrement devant nous. Le brouillard était si épais qu'il semblait presque tangible. Nous pouvions à peine voir à quelques mètres devant nous. C'est à ce moment-là que nous avons perdu de vue mon pote. Un instant, il était là, et l'instant d'après, il avait disparu dans la brume. Nous avons crié son nom, espérant l'entendre répondre, mais tout ce que nous recevions en retour était l'écho de nos propres voix étouffées par le brouillard. La panique a commencé à s'installer. Nous avons cherché dans toutes les directions, retournant sur nos pas, appelant encore et encore. Rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Après une heure de recherche infructueuse, nous avons décidé d'aller plus loin sur le sentier pour voir s'il avait continué sans nous. C'est alors que nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Sur le bord du sentier, des branches étaient cassées et des buissons semblaient avoir été piétinés. Mais ce qui nous a le plus troublés, ce sont les empreintes dans la boue, des pas larges, profonds, bien plus grands que ceux d'un humain. Le cœur battant, j'ai senti une angoisse me nouer l'estomac. Je voulais me convaincre que c'étaient des traces d'animaux, peut-être un cerf ou un ours, mais au fond de moi,
je savais que ce n'était pas ça. Les secours sont arrivés quelques heures plus tard, mais malgré des recherches intensives, ils n'ont rien trouvé. Pas de vêtements, pas d'objets personnels, et surtout, pas de traces de lutte. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de repenser à ce brouillard. J'évite désormais de randonner seul ou de trop m'éloigner des sentiers balisés. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce jour-là, quelque chose a pris mon ami, et la montagne a gardé son secret. Quand j'étais plus jeune, j'aimais me rendre au lac Thompson, un petit plan d'eau isolé, parfait pour pêcher et se détendre. J'avais découvert ce lac par hasard lors d'une randonnée, et il était rapidement devenu mon refuge. Les arbres centenaires bordant le lac donnaient une atmosphère tranquille, presque apaisante. Pourtant, au fil du temps, j'ai commencé à ressentir des choses étranges chaque fois que j'y allais. Tout a commencé par une simple impression, celle d'être observé. Vous savez, cette sensation subtile, presque imperceptible, que quelqu'un vous fixe sans que vous puissiez le voir. Je me disais que c'était probablement des animaux sauvages qui se cachaient dans les bois. Mais un jour, alors que j'étais seul à pêcher, j'ai entendu des pas derrière moi, sur la berge. Des pas lourds, lents, réguliers. J'ai posé ma canne et me suis retourné, mais il n'y avait rien, juste les arbres et leurs longues ombres. Au fil des mois, j'ai commencé à trouver des signes étranges autour du lac, des pierres disposées en cercle, des branches cassées à des hauteurs impressionnantes et des empreintes énormes que je ne reconnaissais pas. Une nuit, j'ai décidé de camper près du lac pour observer la faune nocturne. Je m'étais installé près du feu, prêt à écouter les bruits de la nuit. À un moment, j'ai entendu un craquement, puis un autre, comme si quelque chose de lourd se déplaçait lentement. Je me suis levé, ma lampe torche à la main, et j'ai scruté la forêt. Rien. Pourtant, le bruit continuait. J'ai appelé, pensant à un cerf ou un ours, mais aucune réponse. Puis, j'ai entendu un son étrange, comme un murmure lointain, un souffle profond mêlé à des bruits de feuillage. À ce moment précis, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai éteint ma lampe, écoutant attentivement, espérant que le bruit s'éloigne. Mais non, il semblait se rapprocher, lentement mais sûrement. Le lendemain, j'ai fouillé les alentours du campement. J'ai trouvé des traces profondes, impossibles à identifier. Des empreintes larges et longues, semblant indiquer que ce qui se promenait près du lac n'était pas un simple animal. Depuis, je continue de me rendre au lac Thompson, mais je reste toujours sur mes gardes, écoutant attentivement les bruits qui m'entourent. Il y a quelques années, j'ai décidé de partir seul pour une randonnée d'automne dans une région montagneuse que je connaissais bien. Je voulais me retrouver loin de l'agitation et de la routine, profiter de la solitude des sommets. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'arrivée d'une tempête aussi violente. Le ciel, jusque-là clair, s'est soudainement assombri, et un vent glacial a commencé à souffler à travers les arbres. Les branches craquaient sous la pression et la pluie s'est mise à tomber en un rideau dense et glacé. Je n'avais qu'une seule option, trouver un abri rapidement. Je me suis souvenu d'une vieille cabane de bûcheron, abandonnée depuis des décennies, située non loin d'un des sentiers principaux. Essoufflé et trempé jusqu'aux os, je suis arrivé à la cabane en courant. C'était un bâtiment simple, fait de rondins de bois massif. À l'intérieur, tout était humide et l'air sentait le moisi, mais c'était suffisant pour me protéger de l'orage. La tempête faisait rage dehors, les rafales frappant contre les murs de la cabane avec une force inquiétante. Assis près d'un petit feu que j'avais réussi à allumer avec difficulté, j'essayais de me réchauffer quand j'ai entendu des bruits sourds. Des coups réguliers, presque comme si quelqu'un frappait lentement sur les murs. J'ai pensé que c'était peut-être des branches poussées par le vent. Mais les coups persistaient, suivant un rythme qui ne semblait pas naturel. À un moment, j'ai regardé par une petite fenêtre fissurée. Dans un éclair, j'ai aperçu une silhouette imposante entre les arbres. Elle était immobile, trop grande pour être un humain, et semblait me fixer à travers la pluie. Mon cœur battait la chamade. La silhouette n'était visible que pendant une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour que la peur s'empare de moi. J'ai reculé de la fenêtre, priant pour que ce soit mon imagination. Les coups ont cessé un moment, puis ont repris,
mais cette fois du côté opposé de la cabane. C'était comme si la créature tournait autour de l'abri, testant ma réaction, m'observant. Les souffles graves que j'entendais entre les rafales de vent renforçaient ma conviction que ce n'était pas un simple animal. La tempête semblait amplifiée par la présence de cette chose. La tension était palpable. Le lendemain matin, le vent s'était calmé, et les premiers rayons de soleil filtraient à travers les nuages déchirés. Avec une prudence extrême, j'ai ouvert la porte de la cabane et j'ai inspecté les environs. Il y avait des branches brisées tout autour de la cabane, mais surtout, j'ai découvert des empreintes profondes dans le sol humide. Elles étaient énormes, bien plus grandes que celles d'un homme, et formaient une trajectoire circulaire autour de l'abri. Je suis rentré en ville ce jour-là avec une certitude glaciale. Ce que j'avais vu et entendu cette nuit-là n'était pas une simple illusion due à la tempête. Depuis, chaque fois que je me rends en montagne, je reste sur mes gardes, attentif au bruit du vent et aux ombres entre les arbres. Je vis sur une ferme située à flanc de montagne, en pleine nature, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Ici, il n'y a pas de réseau téléphonique, et les voisins sont bien au-delà de la distance à laquelle on pourrait leur crier. C'est une vie vraiment isolée. Ma caravane est installée au sommet de la propriété, près d'une grange, entourée de forêts à 360 degrés, sauf pour la petite route qui monte ici. La montagne, appelée Mont Ida, a une longue histoire liée aux peuples autochtones de ma région, et on m'a raconté des histoires à son sujet depuis que je suis enfant. En gros, chaque histoire se résume à ceci: les gens sont bannis de la montagne parce que les esprits la rendent trop dangereuse. Toutes sortes de choses étranges ont été aperçues et se sont produites sur cette montagne. Vers 22h45, j'ai entendu 3 véhicules de secours passer sur la route. Par ici, on n'entend presque jamais de sirène. En 15 ans de vie ici, c'était littéralement la deuxième fois que j'en entendais, la première ayant eu lieu plus tôt dans la semaine. Cela a piqué ma curiosité, mais je n'ai pas pensé à grand-chose sur le moment. Puis, environ une demi-heure plus tard, le courant a été coupé. J'étais déjà au lit, lumières éteintes, et la seule façon dont j'ai remarqué la coupure, c'est parce que je n'avais plus de connexion Wi-Fi. Et ici, pas de Wi-Fi signifie que je suis complètement coupé du monde. Mon anxiété a commencé à monter, surtout à l'idée que je ne pourrais pas appeler les pompiers si un incendie se déclarait. Soudain, j'ai entendu un cri perçant, très fort, comme celui d'un enfant qui vient de tomber à vélo. Des pleurs hystériques, semblables à ceux d'un jeune enfant. Mes chiens sont devenus complètement fous à la porte. Si vous connaissez les cougars, vous savez qu'ils peuvent souvent imiter le cri d'un enfant, et de manière effrayante. Alors, allongé là, sous tension, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un cougar. C'était mon meilleur scénario à ce moment-là, un simple cougar. Mes chiens ont fini par se calmer et j'essayais tant bien que mal de trouver le sommeil, quand j'ai entendu un second son. C'était un bruit indescriptible, quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie. Cela ressemblait à un mélange de tous les monstres de films d'horreur réunis. 5 secondes de hurlements purs, comme une banshee démoniaque avec des cordes vocales de T-Rex. Les basses ont fait trembler mon lit. C'était comme si un système de sonorisation géant était caché dans la forêt, projetant des hurlements macabres. Je pouvais sentir mon cœur battre jusque dans ma gorge. Mes chiens étaient déchaînés, comme des chiens atteints de la rage, grognant et aboyant comme si ce qui venait de hurler se trouvait de l'autre côté de la porte. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Impossible de contacter qui que ce soit. Toutes les lumières étaient éteintes, et j'étais allongé là, dans l'obscurité, complètement terrifié. Il n'était pas question de sortir pour aller vérifier ce qui se passait dehors, surtout en plein hiver. Je restais allongé, vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes pour voir si le Wi-Fi revenait. Plus rien ne s'est produit par la suite, et j'ai fini par m'endormir. Ce matin, tout était redevenu normal. Plus rien de bizarre, l'électricité était de retour. J'ai posté un message dans le groupe Facebook local, mais personne d'autre n'a entendu quoi que ce soit, et seuls quelques voisins ont également perdu l'électricité. Chacun peut en tirer ses propres conclusions. Il y a environ 20 ans, j'avais entendu parler d'une femme qui avait trouvé des pierres sur son balcon, disposées en cercle, alors qu'il n'y avait pas d'autres pierres aux alentours.
J'avais même vu les photos. Elle vivait dans une forêt, alors elle avait pensé que peut-être Bigfoot les avait placés là. Alors, 5 ans plus tard, je vivais près d'une rivière, dans un joli petit immeuble de 4 appartements. Pendant toutes les années où j'y ai vécu, nous n'avons jamais eu de problème avec des gens qui nous importunaient. C'était un quartier très paisible. Personne ne dérangeait nos voitures ni ne laissait de déchets sur la propriété. Personne ne touchait aux fleurs et aux pots que nous avions placés dehors. J'avais entendu dire que Bigfoot pouvait se rendre invisible à volonté, et j'avais aussi entendu parler de créatures invisibles qui pourraient être parmi nous à tout moment, sans que nous ne puissions jamais deviner leur présence. Un soir, j'ai décidé de faire un exercice de méditation. J'ai envoyé une image mentale à Bigfoot. Dans ma tête, je lui disais, « Bigfoot, je t'envoie amour et lumière. Si tu es autour de nous de manière invisible, peux-tu s'il te plaît me laisser un signe ?» Cette nuit-là, j'avais laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il faisait très chaud. La fenêtre était suffisamment haute pour que je puisse entendre si quelqu'un tentait d'entrer. Ma voisine de l'autre côté gardait toujours une lumière allumée à l'extérieur, et elle brillait sur mes stores, ce qui me permettait de voir si quelqu'un passait devant ma fenêtre. Je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai vu une énorme ombre passer devant mes stores. J'étais bien trop effrayé pour regarder dehors et je n'entendais rien venant de l'extérieur. Le lendemain matin, ma voisine est venue me voir et m'a dit « Quelqu'un est venu dans ma cour arrière et a pris mes petites assiettes en verre qui étaient là-bas. As-tu vu ou entendu quelqu'un la nuit dernière ?» Je lui ai répondu que non, mais en marchant près de mon unité, où se trouvaient les grands bacs à ordures en plastique, j'ai vu 5 petites assiettes en verre disposées en cercle sur une petite table en plastique que nous avions là-bas, exactement comme les pierres que cette femme avait trouvées sur son balcon des années plus tôt. J'étais totalement sous le choc. En toutes ces années de vie ici, jamais je n'avais vu quelque chose de semblable se produire. Je suis retourné voir ma voisine, lui ai rendu ses petites assiettes et lui ai dit que je n'avais aucune idée de qui aurait pu les disposer ainsi en cercle, mais je n'étais certainement pas prêt à lui dire que je pensais que Bigfoot les avait placés là. Depuis, je fais attention à la direction de mes pensées et à ceux à qui je les adresse. Je sais que cela peut sembler fou, mais ces événements ont bel et bien eu lieu. Nous vivons dans une région isolée au Texas, à environ 30 à 45 minutes de la plus grande ville. Oui, nous habitons au bout d'une petite route. Ce que je sais, c'est que cela pourrait être un Bigfoot, un Wendigo, ou, pire encore, un Skinwalker, ce qui nous terrifie tous. Tout a commencé il y a environ 2 à 2,5 ans, avant que je rencontre ma petite amie et avant que notre terrain ne soit défriché. Un jour, je suis allé au garage, qui se trouve à environ 15 mètres de la maison. Mon père était à l'autre bout de la propriété, occupé avec son tracteur. Tandis que je fouillais dans le garage, j'ai entendu quelque chose frôler le mur arrière. Ayant vu suffisamment de films d'horreur, je n'ai pas osé vérifier. Les semaines suivantes, cela s'est reproduit plusieurs fois, y compris une fois où mon père n'était même pas sur place. Ce jour-là, alors que je partais pour le travail, un bosquet d'arbres situé derrière le garage s'est mis à trembler violemment. Je ne savais pas quoi penser, mais c'était clair que quelque chose rôdait. Ma petite amie était à la maison avec moi quand elle a décidé de regarder par la porte-fenêtre à l'arrière. Soudainement, elle s'est mise à murmurer et à paniquer en fermant précipitamment les volets, puis elle a couru se cacher dans le placard de la chambre d'amis, les larmes aux yeux. J'ai couru la rejoindre pour essayer de la calmer. Elle était terrifiée. Environ 30 minutes plus tard, nous avons ouvert à nouveau les volets, mais il n'y avait rien. Elle m'a décrit ce qu'elle avait vu, une silhouette poilue, accroupie, son dos lui faisant face. Son visage exprimait une terreur pure. Peu avant de commencer à défricher notre terrain, ma petite amie a trouvé un pistolet airsoft sous mon lit. Il était environ 19h ou 20h, et nous avons décidé de tirer quelques billes dans notre allée. Après environ 20 minutes de tir, nous sommes tombés à court de munitions, alors je suis retourné à l'intérieur chercher une boîte de billes. J'ai été absent à peine 2 ou 3 minutes, et en revenant, elle m'a dit qu'elle m'avait appelé parce qu'elle avait entendu un sifflement provenant des bois. Je ne l'avais pas entendu, et je lui ai suggéré que nous rentrions immédiatement. Une nuit, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle a entendu de nouveau ce même sifflement, toujours venant des bois. Quelque chose ne tournait pas rond,
mais nous ne savions toujours pas quoi. Après avoir finalement défriché notre terrain, les incidents ont cessé, jusqu'à l'automne. En octobre, nous avons reçu un couple d'amis, appelons-les Brad et Izzy. Brad a des origines amérindiennes. Il m'a raconté des histoires de skinwalker qu'il connaissait à travers ses traditions. Un jour, Izzy nous a confié avoir vu une créature étrange près de la voie ferrée reliant les principales villes de notre région. Brad, lui aussi, en avait aperçu une, un peu plus loin sur les mêmes rails. Leur peur était palpable. Ma petite amie, Brad, Izzy et moi nous sommes arrêtés chez mon cousin pour déposer des cadeaux de Noël. La maison se trouvait le long d'une petite route en face de ces mêmes voies ferrées. Une fois sur place, Brad m'a dit de me dépêcher, alors j'ai fait au plus vite. En retournant à la voiture, il m'a ordonné de démarrer immédiatement. Ma petite amie et Brad avaient vu 2 yeux lumineux blancs de l'autre côté de la route. Ils avaient déjà eu 3 rencontres avec un skinwalker sur cette voie ferrée. Quelques jours après, ma petite amie et moi quittions la maison pour aller travailler quand elle m'a dit avoir vu quelque chose de l'autre côté de la route, dans les bois. Puis, sans prévenir, un coup de klaxon de train a retenti juste derrière nous. Nous habitons au bout d'un chemin de terre, si quelqu'un avait eu un klaxon de train, nous l'aurions déjà entendu. J'avais lu quelque part que les skinwalkers pouvaient imiter des voix ou des sons. Cette même nuit, en rentrant des courses, ma petite amie a vu une silhouette noire derrière une épicerie, le long d'une route isolée. Le lendemain, en quittant son travail, elle a revu la même silhouette au bord de la lisière des bois, au crépuscule. Mon père et moi sortions les poubelles. Il avait un projecteur et regardait autour de lui, en murmurant skinwalker pour plaisanter. À mi-chemin de la maison, je lui ai dit d'arrêter. J'avais aperçu 2 yeux à environ 2,50 mètres de hauteur. Ils brillaient d'un blanc bleuâtre, comme des phares LED de voiture. J'ai demandé la lampe torche et les pointer vers les yeux, mais il n'y avait rien. La première fois que Brad est venu chez nous, il m'a rejoint pendant que je faisais un barbecue. Il faisait déjà nuit, et il m'a demandé si je ressentais parfois une présence, comme si quelque chose nous observait. Cela faisait en effet 2 à 3 mois que j'avais cette sensation, mais je ne l'avais jamais vraiment pris au sérieux, jusqu'à ce que tout commence à s'assembler. C'est difficile de savoir ce qui rôde autour de notre maison. Mais une chose est sûre, quelque chose est là, dans ces bois. Cette histoire que je vais partager vient d'un ami de la famille qui est tout aussi passionné par le sujet. Tout a commencé en 2013. L'ami de la famille, appelons-le Joe pour préserver son anonymat, vit en périphérie de la ville, à environ 8 km de la station-service la plus proche. Il y a pas mal de zones boisées, mais la plupart sont des propriétés privées. Une maison se trouve juste en face de la sienne, donc il n'est pas complètement isolé. Un soir, Joe avait fini de cueillir des courges dans son jardin. Il les avait mises dans un seau qu'il avait laissé sur le porche et complètement oublié pendant la nuit. Le lendemain, en cherchant les courges, il se rendit compte qu'il les avait laissées dehors. Il est allé sur le porche et le seau avait disparu. Il ne s'en soucia pas outre mesure, pensant qu'un raton laveur avait dû l'emporter. Cependant, il trouvait étrange que quoi que ce soit ait pris le seau en entier sans renverser une seule courge. C'était comme si quelque chose l'avait transporté avec soin, au lieu de fouiller dedans comme l'aurait fait un raton laveur. Quelques jours plus tard, Joe est rentré chez lui après le travail et a trouvé une souris morte sur le pas de sa porte, enveloppée dans une feuille et quelques brins d'herbe. Il la regarda avec curiosité. La souris avait été minutieusement placée à l'intérieur de la feuille avec les herbes, presque comme un sandwich. Il commença alors à se demander si quelqu'un lui faisait une farce, ou s'il y avait une sorte de sorcière ou de personne mystérieuse dans les bois essayant de lui jeter un sort. Rien d'autre ne se produisit pendant environ 1 an, jusqu'à une nuit où Joe était assis dans son salon à regarder la télévision. Du coin de l'œil, il aperçut quelque chose par la fenêtre, près de son jardin. En regardant de plus près, il vit une silhouette accroupie qui fouillait dans ses plants de courges. Il sortit alors pour confronter ce que cela pouvait être. En sortant, il fut surpris par le silence avec lequel la créature se déplaçait, comme si elle cherchait à se cacher. En posant un pied sur le porche, le bois grinça, et la créature leva les yeux vers lui. Il ne parvint pas à voir son visage distinctement,
mais remarqua une lueur réfléchie dans ses yeux, causée par les lumières du porche. La créature se redressa sur deux jambes et Joe put observer son corps. Elle était massive et imposante, mesurant selon lui environ 2,10 mètres de haut. Elle était noire, poilue, et ressemblait vaguement à un homme dans sa posture. Dès qu'elle le vit, elle s'enfuit dans la forêt à une vitesse incroyable, sans pratiquement faire de bruit. Joe n'avait aucun doute qu'il venait de voir un Bigfoot, et il eut du mal à s'endormir cette nuit-là. Allongé dans son lit, Joe commença à se demander si la créature qu'il avait vue avait un lien avec la souris qu'il avait trouvée sur le pas de sa porte l'année précédente. Et il était convaincu que cette créature était capable d'emporter le seau de courge. Le lendemain matin, Joe décida de mener une petite expérience. Il prit un peu de viande de dinde et l'enroula dans une feuille et quelques brins d'herbe, de la même manière que la souris l'avait été, et il déposa le tout sur sa table de pique-nique dans le jardin avant de partir travailler. Le soir, en rentrant, la dinde, les feuilles et l'herbe avaient disparu. Il examina minutieusement la zone autour de la table, mais ne trouva rien. Pas même les herbes n'avaient été déplacées à ce qu'il pouvait voir. En s'approchant de sa porte, il trouva un autre cadeau, une souris, cette fois décapitée, et à côté d'elle, un petit tas de bail. Il n'a plus revu la créature depuis, mais il pense que c'est elle avec qui il échange des cadeaux. Cela continue encore aujourd'hui. Il y a à peine 4 mois, il a reçu un bois de serre entier. Il a essayé de placer des caméras pour voir si la créature apparaissait en vidéo lorsqu'elle déposait ses présents, mais il n'a jamais rien capté. Il persiste et il m'a dit qu'il me tiendrait au courant si jamais il parvenait à filmer quelque chose. Il a l'impression que cette créature l'observe en permanence et ne se montre jamais lorsqu'il installe les caméras. Mais il se demande si cette créature est suffisamment intelligente pour comprendre ce qu'est une caméra et qu'elle prend des photos. Je n'ai partagé cette expérience qu'avec quelques personnes au fil des années depuis que cela s'est produit. C'était le premier mardi de la saison de chasse aux cerfs en Pennsylvanie. Le 3 décembre 2013. J'ai toujours été un chasseur passionné, me levant très tôt pour entrer dans les bois avant l'aube. J'y étais généralement à 4h30 du matin. Chassant sur des terres de chasse publiques, il fallait arriver avant les autres pour obtenir un bon emplacement. Ce matin-là, j'arrivais à l'aire de stationnement vers 4h15, et j'étais seul. Je suis donc entré dans les bois, sans utiliser de lampe de poche, en me guidant uniquement à la lumière de la lune. J'ai traversé un champ jusqu'à la lisière des arbres et emprunté le chemin menant à mon poste. À une intersection du sentier, un chemin descendait la montagne à gauche, et l'autre tournait à droite. J'ai pris à droite, car mon poste se trouvait de ce côté-là. Environ 50 mètres après avoir tourné, une odeur insupportable m'a frappé de plein fouet. Une odeur de ce que je ne peux décrire autrement que comme des ordures brûlantes. L'odeur était si forte que j'ai stoppé net et allumé ma lampe, m'attendant à voir un tas d'ordures. Rien. Pas de détritus, pas de cadavre d'animal. Juste cette odeur d'ordures brûlantes. Rappelez-vous, nous sommes en décembre, il fait froid, entre -2 et -5 degrés C. Même s'il y avait eu des ordures, elles n'auraient pas dû sentir aussi mauvais. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et ai continué sur le sentier jusqu'à mon poste, qui se trouvait environ 12 mètres plus bas que l'endroit d'où provenait l'odeur. J'ai trouvé ma place, me suis installé, et après 2 minutes à peine, des pierres ont commencé à dévaler la pente. La première pierre m'a fait sursauter, alors j'ai allumé ma lampe pour scruter le champ, espérant voir les yeux réfléchissants d'un cerf, mais rien. Je me suis rassis. Une deuxième pierre a suivi. Cette fois, je me suis levé, sorti dans le champ, lampe de poche et pistolet en main. J'ai balayé la zone avec le faisceau de lumière, rien. J'ai attendu volontairement dans le champ pendant environ 5 minutes. À ce stade, la colère montait en moi. Je pensais qu'un autre chasseur jouait avec mes nerfs, voulant peut-être récupérer son poste habituel. Je suis retourné m'asseoir. Puis, une troisième pierre, plus grosse que les autres, a dévalé la pente. Cette fois, je ne me suis pas levé. 2 minutes plus tard, une autre pierre est arrivée, mais elle ne roulait pas, elle avait été projetée du sommet de la pente et avait atterri dans le champ. Là, ma patience avait atteint sa limite. J'ai ramassé mes affaires et remonté le sentier jusqu'à la crête. Tout le long,
Je balayais avec ma lampe, mais il n'y avait rien. Pas de reflet d'yeux, pas d'autres chasseurs. J'arrivais enfin à l'endroit où j'avais senti l'odeur d'ordures brûlantes. Plus rien. L'odeur avait disparu. C'est là que j'ai eu un déclic, ce n'était peut-être pas un autre chasseur. Peut-être quelque chose d'autre. J'avais entendu des récits de rencontres avec le Bigfoot, et beaucoup de témoignages faisaient état de l'odeur nauséabonde qui l'accompagne. Je n'ai pas demandé mon reste. J'ai pratiquement couru hors des bois. Et pour couronner le tout, quand je suis arrivé à l'aire de stationnement, aucune autre voiture n'était là. Cela s'est passé sur les terres de chasse publiques 229, à l'extérieur de Tremont, dans le comté de Schuylkill. J'ai découvert plus tard qu'un de mes collègues avait vu une créature bipède traverser la route devant sa voiture à moins de 3 km de l'endroit où j'avais vécu mon expérience. Alors peut-être que c'est réel. Je n'en sais rien. Mais j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Je vais essayer de donner autant de détails que possible. J'habite dans l'Ohio, près de Youngstown, et ma famille possède une cabane en Pennsylvanie, proche de la forêt d'Allegheny. C'est la cabane de mon grand-père, un pompier à la retraite. Il y a plusieurs années, lui et ses amis pompiers allaient chasser dans cette forêt. L'un de ses amis s'installait souvent dans un mirador tandis que les autres se dispersaient dans diverses positions sur la propriété. Vers l'heure du déjeuner, ils avaient prévu de se retrouver pour manger. Mais en essayant de joindre leur ami, personne n'obtenait de réponse, que ce soit via les talkie-walkie ou d'autres moyens de communication. Inquiets, ils décidèrent de se réunir et d'aller vérifier ce qui se passait. Lorsqu'ils le trouvèrent, il était terrifié, accroupi dans son mirador. Les petits arbres autour semblaient avoir été brisés comme s'ils étaient de simples brindilles. Il était pâle comme un linge. Son ami affirma qu'une grande créature, qu'il estimait à environ 2,50 mètres de haut, était passée près de son mirador. Elle dégageait une odeur nauséabonde et abattait les arbres comme si c'était des jouets. Elle était si grande que sa tête avait presque touché le dessous du mirador. Il n'avait aucune idée de ce que c'était, et en toutes ces années de chasse, il n'avait jamais rien vu de tel. Il était perdu et ne savait plus quoi penser. Mon grand-père est quelqu'un de très sceptique et rationnel. Il ne se serait jamais laissé convaincre par une histoire insensée sans preuve ou raison. Cette histoire n'a jamais eu d'explication claire, mais elle reste gravée dans les souvenirs de ceux qui l'ont vécue. Avant de poursuivre, je dois préciser que chez les autochtones du Canada, qu'il s'agisse des Premières Nations ou des Inuits, il existe une pénurie de jeunes filles en âge de se marier. Une situation similaire pourrait probablement exister parmi les Bigfoot, ce qui pourrait expliquer l'action de ce géant sauvage dans cette histoire. J'aimerais également ajouter que, bien que sa photo actuelle ne le montre plus, les témoignages de ses contemporains indiquent que dans sa jeunesse, Séréphine Long était considérée comme l'une des plus belles filles de sa tribu. Voici son récit. Un jour, il y a bien longtemps, je marchais sur le chemin de la maison, portant un gros fagot de racines de cèdre et pensant à mon futur époux, le jeune brave nommé Calac, Tonnerre. Soudain, à un endroit où les buissons poussaient denses le long du sentier, un long bras surgit et une grande main poilue se pressa contre ma bouche. Puis, sans prévenir, un jeune Bigfoot m'a soulevé dans ses bras. J'étais terrifié, je me débattais de toutes mes forces. En ce temps-là, j'étais robuste. Mais cela ne servait à rien, l'homme sauvage était aussi puissant qu'un jeune ours. Me tenant facilement sous un bras, il utilisa l'autre main pour appliquer de la résine sur mes yeux, les collant ainsi fermés pour que je ne voie pas où il m'emmenait. Ensuite, il m'a hissé sur son épaule et a commencé à courir. Il courut encore et encore montant et descendant les collines, traversant des broussailles épaisses et franchissant de nombreux ruisseaux sans jamais s'arrêter pour se reposer. Une fois, il a dû traverser une rivière à la nage, et peut-être aurais-je pu m'échapper à ce moment-là, mais j'étais tellement effrayé à l'idée de me noyer que je m'accrochais fermement à son cou. Malgré ma terreur, je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa respiration régulière, sa grande force et sa rapidité. Après avoir atteint l'autre rive, il se mit à grimper encore et encore. Bientôt, l'air devint très froid. Je ne pouvais pas voir, mais je devinais que nous étions proches du sommet d'une montagne. Enfin, le Bigfoot cessa de se hâter. Il se pencha ensuite,
avançant lentement comme s'il cherchait son chemin le long d'un tunnel. Puis, il me déposa délicatement et j'entendis des gens parler dans une langue étrange que je ne comprenais pas. Le jeune géant essuya alors la résine de mes paupières, me permettant ainsi de regarder autour de moi. Je me redressai et vis que nous étions dans une immense grotte. Le sol était recouvert de peaux d'animaux, douces au toucher et mieux préservées que celles que nous conservions. Un petit feu au milieu de la grotte fournissait toute la lumière disponible. Mes yeux s'adaptèrent peu à peu à la pénombre, et je vis qu'en plus du jeune géant qui m'avait emmené, il y avait 2 autres personnes sauvages, un homme et une femme. Pour moi, jeune fille, ils semblaient très vieux, mais ils étaient actifs et amicaux, et j'appris plus tard qu'ils étaient les parents du jeune Bigfoot qui m'avait enlevé. Quand ils s'approchèrent pour m'observer, je pleurai et les suppliai de me laisser partir. Ils se contentèrent de sourire et de secouer la tête. À partir de ce moment-là, j'étais gardé en captivité étroite, ils ne me laissaient jamais quitter la grotte. L'un d'eux restait toujours avec moi lorsque les 2 autres partaient. Ils me nourrissaient bien avec des racines, du poisson et de la viande. Après avoir appris quelques mots de leur langue, qui n'est pas très différente du dialecte Douglas, je demandai au jeune géant comment il attrapait et tuait les cerfs, chèvres de montagne et moutons qu'il ramenait souvent à la grotte. Il sourit, ouvrant et refermant ses grandes mains poilues. Je devinai qu'il se tenait à l'affût, et qu'une fois un animal assez proche, il bondissait, le saisissait et l'étranglait. Il était certainement assez grand, rapide et fort pour le faire. Quand j'avais passé environ 1 an dans la grotte, je commençais à me sentir très malade et faible, et ne pouvais plus manger grand-chose. Je l'ai dit au jeune Bigfoot et les suppliai de me ramener auprès des miens. Au début, lui, son père et sa mère se mirent très en colère, mais je continuai de les implorer, leur disant que je voulais revoir ma famille avant de mourir. Je suppose qu'ils purent constater eux-mêmes que j'étais vraiment malade, car un jour, après que j'eus pleuré longtemps, le jeune Bigfoot sortit et revint avec une feuille pleine de résine. Avec celle-ci, il me ferma les paupières comme auparavant, puis il me souleva à nouveau sur son épaule. Le voyage de retour fut un cauchemar. J'étais étourdi et souffrais énormément. Lorsque nous avons retraversé la grande rivière, je faillis être emporté par le courant, j'étais trop faible pour m'accrocher au jeune Bigfoot, mais il me tenait d'une main puissante tout en nageant de l'autre. Près de ma maison, il me déposa doucement et enleva la résine de mes paupières. Quand il vit que je pouvais de nouveau voir, il secoua tristement la tête, pointa ma maison du doigt, puis retourna dans la forêt. Mes proches étaient fous de joie lorsque j'entrai en titubant dans la maison, car ils m'avaient depuis longtemps considérée comme morte. Mais j'étais trop malade et faible pour parler. Je réussis juste à m'allonger et cette nuit-là, je donnai naissance à un enfant. Le petit ne vécut que quelques heures, et pour cela, j'ai toujours été reconnaissante. J'espère ne jamais revoir un Bigfoot. C'est l'histoire de Séréphine Long, le seul récit connu d'un enlèvement par un Bigfoot d'une jeune fille autochtone. Je pourrais raconter d'autres cas de géants sauvages en Colombie-Britannique, des cas apparemment bien attestés que j'ai collectés au fil des années, mais pour cet article, les quelques exemples mentionnés suffiront. Cette histoire que je vais partager ne comporte pas de rencontres visuelles directes, mais les indices sont difficiles à ignorer. Récemment, nous avons acheté un terrain dans l'État de Washington. Il faudra environ 1 an avant de commencer la construction, mais nous y faisons des visites régulières. Je viens de revenir d'un séjour de 2 jours de camping sur ce terrain. Il y a quelques mois, nous avons emprunté un chemin de terre menant à notre propriété et avons remarqué une pyramide parfaite formée d'arbres entrelacés dans une sorte de tapisserie naturelle qui semblait impossible à réaliser par des mains humaines. La structure était située à environ 2 mètres du sol. Nous avons plaisanté en nous demandant si des adolescents s'étaient amusés à la faire, mais en toute honnêteté, cela semblait peu probable. J'avais du mal à croire que des jeunes auraient grimpé aussi haut pour plier des troncs épais et les entrelacer de cette manière, à une telle hauteur. Les troncs faisaient facilement entre 20 et 25 cm de diamètre, pas de simples branches souples que l'on peut manipuler. Le week-end dernier, nous sommes arrivés sur le terrain tard dans la soirée, après le coucher du soleil, un vendredi soir. À peine 5 minutes après notre arrivée, j'ai entendu des hurlements puissants et inquiétants, similaires à des cris d'animaux, mais clairement différents de ceux d'un loup, d'un ours, ou de tout autre animal sauvage connu. J'ai passé suffisamment de temps dans les bois pour savoir reconnaître les sons des élans, des ours, des hiboux ou des chiens.
Ces hurlements avaient une tonalité humaine et il était évident qu'une créature énorme émettait ces sons. Elle l'a fait 4 ou 5 fois, puis s'est arrêtée. Nous avons dormi sans problème cette première nuit. Cependant, le lendemain matin, un arbre avait été plié en un parfait arc-en-ciel juste au-dessus du sentier, à environ 3 mètres de notre camion. Il formait un pont naturel au-dessus du chemin, comme une arche inversée. La seconde nuit a été marquante. Environ 15 minutes après nous être allongés dans notre petite caravane, les fenêtres ouvertes, je profitais de la brise forestière. Soudain, j'ai entendu des pas distincts, lourds et humains, qui se déplaçaient autour de la caravane. Le rythme était régulier, binaire, rappelant celui d'un métronome, et il était évident que ce qui marchait était grand et lourd. Les feuilles au sol rendaient les bruits de pas encore plus perceptibles. Cela a duré au moins 1 heure, puis tout s'est arrêté. Je me suis mis à écouter attentivement, les mains en coupe derrière mes oreilles pour amplifier les sons. Je me suis endormi pendant quelques heures, pour me réveiller de nouveau avec ces bruits de pas humains juste à l'extérieur de la caravane. Puis, j'ai entendu des voix. Ce n'étaient peut-être pas des mots mais c'était clair que ce n'était pas seulement des grognements. On aurait dit qu'ils avaient une vraie langue. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une voix féminine. Les vocalisations douces semblaient exprimer des sortes de mots ou d'affirmations. Cependant, la voix était d'une profondeur et d'une résonance impossible à imiter pour un humain. Je suis sûr que ce n'étaient pas des gens en train de nous faire une blague. La créature semblait parler à une autre par une sorte d'articulation prononcée. Ce n'étaient pas des hurlements ou des grognements, mais une forme de langage humanoïde. Ensuite, j'ai entendu les arbres commencer à se plier. Si vous pouvez imaginer un son de pliage, un genre de grincement, suivi d'une poussée, à intervalles réguliers de 5 secondes. Cela a continué pendant 1 heure. Cela se passait juste à l'extérieur de notre petite caravane. Étrangement, je ne me suis pas senti effrayé. J'ai toujours été un peu intuitif en ce qui concerne les intentions des humains ou des animaux autour de moi. Une part profonde de moi ressentait que ces créatures étaient bienveillantes, comme des protecteurs de la forêt. Je les ai écoutés aussi longtemps que j'ai pu, jusqu'à ce que la fatigue me rattrape et que je m'endorme. Le lendemain matin, il y avait 3 nouveaux arbres pliés en de parfaits arcs juste au-dessus du sentier, près de notre camion. L'un d'entre eux était placé juste devant le capot. J'ai pris des photos et je prévois de les télécharger bientôt. J'ai l'impression qu'ils voulaient dire bienvenue. Je pense qu'ils savent que nous avons acheté ce terrain. Si leur intention avait été de nous faire du mal, ils l'auraient fait. Ils n'ont jamais touché nos affaires, la caravane, et ils n'ont pas essayé de nous effrayer. C'était même comme s'ils faisaient un effort pour ne pas nous faire peur et pour être aussi discrets que possible. Je sentais que la voix féminine guidait tout ce qui se passait cette nuit-là. Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur les formations d'arbres pliés, et sur leur signification potentielle? Mon instinct me dit qu'ils ont fait cela pour nous saluer de manière bienveillante. Cela ne nous a pas effrayés, et nous avons toujours l'intention de construire là-bas. Je songe à retourner camper cet automne et à nouer des fleurs autour des troncs qu'ils plient pour leur montrer que nous vous acceptons et vous honorons. Je refuse que nous ayons des mauvaises relations avec ces créatures. Je veux que nous cohabitions en paix sur ce terrain. Mes premières impressions sur ces êtres sont qu'ils ne veulent pas blesser qui que ce soit, et qu'ils pourraient même communiquer avec les humains si ceux-ci les traitaient avec respect et arrêtaient de les pourchasser. Il est clair qu'ils sont plus intelligents que de simples grands singes comme ceux que l'on trouve ailleurs dans le monde. Ils sont bipèdes et possèdent manifestement une intelligence supérieure, vu que j'ai entendu une vraie langue sortir de l'un d'eux. En repensant à ce souvenir d'enfance, les détails me semblent encore plus étranges. Le camping était quelque chose que ma famille adorait faire. Être au sommet de cette montagne, entouré de la nature sauvage, c'était notre échappatoire, un lieu où les histoires au coin du feu prenaient vie. Ce lac, isolé et caché au milieu de la montagne, offrait une tranquillité rare, une pause loin de la ville et des tracas du quotidien. Cette journée avait commencé comme toutes les autres, avec des cannes à pêche plantées sur le rivage, des éclats de rire et des conversations légères. Mon père et mon oncle prenaient leur rôle de pêcheurs très au sérieux, mais l'ambiance restait joyeuse et détendue. C'était un après-midi ordinaire jusqu'à ce que cette silhouette surgisse, rompant le rythme habituel. Quand mon père a crié, pensant que c'était quelqu'un qui faisait une blague,
il y avait un mélange d'amusement et de défi dans sa voix. Mais lorsque la créature a répondu, tout a changé. La créature n'a pas répondu par un cri animal mais par une sorte de langage, comme un écho d'une langue oubliée. Ce n'était pas seulement effrayant, c'était profondément dérangeant. C'était comme si nous avions soudain basculé dans une autre réalité, où quelque chose de primitif et de puissant vivait en parallèle à la nôtre. Le moment où la créature s'est tournée pour courir reste gravé dans ma mémoire. Sa taille et sa vitesse défiaient toute logique. Il ne s'agissait pas d'un homme déguisé ou d'un animal connu. L'élégance de son mouvement sur deux jambes, sa rapidité incroyable malgré sa corpulence, tout cela semblait défier les lois de la nature. J'ai encore le souvenir de la silhouette noire se fondant dans les ombres des arbres, comme une scène sortie d'un rêve étrange et effrayant. Quand mon frère, mon grand-père et notre chien se sont lancés à sa poursuite, je me souviens avoir ressenti un mélange de curiosité et de peur. Pourquoi allait-il courir après quelque chose d'aussi imposant et inconnu? C'était une impulsion, une réaction instinctive face à un mystère, une tentative de confronter l'inexplicable. Lorsqu'ils sont revenus avec cette touffe de poils noirs, l'ambiance était lourde de tension. La découverte n'apportait pas de réponse, seulement plus de questions. Le plus étrange, c'est que malgré la peur palpable, personne ne voulait vraiment partir. Il y avait une sorte de fascination à l'idée de rester là, sur ce sommet de montagne, au milieu de l'inconnu. Peut-être était-ce une sorte de bravoure inconsciente, ou peut-être un refus de laisser la peur dicter nos actes. La nuit a été longue et inquiétante. Le vent s'engouffrait dans les tentes, faisant bruisser les feuilles et les branches comme si quelque chose se déplaçait tout autour de nous. Aucun d'entre nous n'a réellement dormi cette nuit-là, chacun guettant le moindre son, craignant de voir une silhouette apparaître soudainement au coin de notre tente. Depuis ce jour, chaque fois que je retourne camper, cette histoire revient hanter mes pensées. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache réellement dans ces montagnes et ces forêts isolées, quelle créature ou quelle réalité parallèle nous frôle sans que nous en soyons conscients. Dans cet endroit reculé de l'Utah, où les légendes de skinwalker et les observations d'ovnis ne sont pas rares, cette rencontre reste une des plus étranges de ma vie. Quand j'étais enfant, je passais toutes mes vacances d'été chez mes grands-parents, dans une petite maison en bordure de forêt. Mon grand-père avait l'habitude de raconter des histoires à la lueur du feu de camp, des histoires de créatures anciennes et mystérieuses. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'une de ces histoires puisse un jour devenir la mienne. Une année, alors que je n'avais que 10 ans, je me suis aventuré plus loin que d'habitude dans les bois. Mon grand-père m'avait toujours prévenu de ne pas m'éloigner, mais la curiosité de l'enfance m'a poussé à explorer au-delà du sentier habituel. Je ne m'étais jamais senti aussi loin de la maison, et je savourais cette liberté. C'est alors qu'une tempête soudaine a éclaté. Le vent a commencé à souffler avec violence, les branches craquaient au-dessus de moi et les éclairs illuminaient l'obscurité de la forêt. Paniqué, je me suis mis à courir sans savoir où aller. Les arbres semblaient tous se ressembler, et bientôt je me suis retrouvé complètement perdu, incapable de retrouver le chemin de la maison. Mon cœur battait si fort que je croyais entendre des tambours. En cherchant à m'abriter, j'ai soudain senti une présence derrière moi. Une ombre gigantesque avançait lentement entre les arbres. J'ai cru que c'était un ours, et la panique s'est emparée de moi. Mais quand je me suis retourné, la silhouette était debout, comme un homme. Malgré ma terreur, je n'ai pas bougé. L'ombre est restée immobile, et après un moment, elle a fait un signe presque imperceptible de la main, m'indiquant de la suivre. Trop effrayé pour réfléchir, j'ai obéi. La silhouette avançait devant moi, chaque pas semblant apaiser la forêt autour de nous. Le vent soufflait moins fort, les craquements des branches semblaient s'éloigner. L'ombre ne se retournait jamais, mais je savais qu'elle veillait sur moi. Au bout d'un long moment, nous avons atteint une petite clairière, et c'est là que j'ai reconnu l'arbre au tronc marqué que mon grand-père avait planté autrefois. La maison n'était plus très loin. Quand je me suis retourné pour remercier la silhouette, elle avait disparu, comme si elle s'était fondue dans la forêt. Une fois chez moi, j'ai raconté mon aventure à mon grand-père, qui m'a simplement écouté sans poser de questions. Il m'a seulement dit, « La forêt prend soin de ceux qui la respectent. » Aujourd'hui, adulte, je repense souvent à cette nuit. Je suis convaincu qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui m'a sauvé cette nuit-là.
Un protecteur des bois, comme ceux que mon grand-père décrivait dans ses histoires. J'aime à croire que la forêt cache des êtres anciens qui veillent sur ceux qui s'y perdent, des géants silencieux et bienveillants qui apparaissent quand on en a le plus besoin. Quand j'avais 11 ans, j'avais un ami très proche, Samuel. Nous étions inséparables, du genre à passer nos journées entières à explorer les bois autour de notre quartier. Samuel, lui, avait un endroit préféré, un lac isolé situé à quelques kilomètres de nos maisons, en plein cœur de la forêt dense du nord de l'État de Washington. Ce lac avait quelque chose de mystérieux, une aura presque magnétique qui attirait Samuel. Il adorait y aller pour pêcher seul, ce qui le détendait et l'éloignait de la routine de nos vies d'enfants. Mais ce lac avait aussi une réputation. Les habitants des environs racontaient des histoires étranges à son sujet. Certains disaient qu'ils avaient aperçu une silhouette massive, un être bipède, semblable à un homme, mais bien plus grand et plus poilu. Ce n'étaient jamais des récits très clairs, mais toujours chargés de ce sentiment d'effroi palpable. Ce qui revenait le plus souvent, c'était le murmure du mot Bigfoot. À l'époque, je n'y croyais pas vraiment. Pour moi, c'étaient des histoires que les adultes racontaient pour nous faire peur, pour nous dissuader d'aller trop loin dans les bois. Et pour Samuel aussi, je suppose. Il se moquait même des légendes, me disant que c'était des bêtises pour effrayer les gamins. Un jour, pourtant, Samuel a disparu. C'était un après-midi d'été. Il était parti seul, comme à son habitude, avec sa canne à pêche sur l'épaule et son vieux sac rempli d'appâts. Il m'avait proposé de venir, mais j'étais cloué au lit par un mauvais rhume. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Quand il n'est pas rentré chez lui le soir, ses parents ont d'abord cru qu'il avait dû traîner un peu plus longtemps que prévu. Mais la nuit tombée, l'inquiétude a commencé à les ronger. Des recherches ont été organisées. Les habitants du village, la police, même des volontaires venus de la ville voisine ont arpenté les bois et les rives du lac pendant des jours. Ils ont fouillé chaque coin de forêt, chaque recoin autour du lac, mais il n'y avait aucune trace de Samuel. Pas de canne à pêche, pas de vêtements, pas le moindre indice. C'était comme s'il s'était volatilisé. Les mois ont passé, puis les années. La disparition de Samuel est devenue une sorte de légende locale, une tragédie qui pesait sur la communauté. Ses parents ont fini par déménager, incapables de supporter les souvenirs et les murmures qui circulaient dans le village. Les recherches ont été arrêtées officiellement, mais certains, dont moi, n'ont jamais cessé de chercher des réponses. En grandissant, j'ai commencé à écouter plus attentivement les histoires de ceux qui disaient avoir vu quelque chose près du lac. Les descriptions revenaient souvent, une créature massive, haute d'au moins 2 mètres, avec des bras longs et puissants et un pelage sombre et épais. Les plus anciens disaient qu'il rôdait depuis des générations, qu'il avait été aperçu plusieurs fois, surtout par des chasseurs et des pêcheurs solitaires. Je me souviens qu'un vieil homme du village, que tout le monde appelait l'oncle Pet, m'avait dit un jour, « Les bois gardent leurs secrets, gamin. Si tu t'éloignes trop loin, il y a des choses que tu n'es pas censé voir, des choses qui ne te laisseront pas repartir. » À l'époque, ça m'avait fait frissonner, mais je ne l'avais pas pris au sérieux. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. En grandissant, j'ai lu et entendu parler de ces disparitions inexpliquées qui se produisent un peu partout en Amérique du Nord, souvent dans des régions reculées où l'on murmure que le Bigfoot a été aperçu. Des gens qui partent en randonnée, des chasseurs chevronnés, des campeurs expérimentés tous portés disparus sans laisser de traces, comme si la forêt elle-même les avait engloutis. Je ne peux m'empêcher de me demander si Samuel a été une de ces victimes. Ce lac, cette forêt, cette créature dont on parle à voix basse. Est-il possible que quelque chose d'inhumain l'ait emporté ce jour-là? Que les légendes aient un fond de vérité bien plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer étant enfant. Je n'ai jamais parlé de ces pensées à voix haute. Pas aux autorités, ni à mes parents, ni même aux amis qui ont grandi avec nous et se souviennent de Samuel. Mais chaque fois que je repense à ce lac, au murmure des anciens et à ce vide que Samuel a laissé derrière lui, une part de moi est convaincue qu'il n'a pas disparu sans raison. Que quelque chose de puissant et de silencieux l'a pris, dans ces bois où tant d'histoires s'entremêlent et où les secrets restent enfouis sous les branches et les racines. Lorsque j'ai acheté ce terrain dans les montagnes, je cherchais à échapper au tumulte de la ville.
Le terrain était immense, bordé de forêts denses et de sentiers à peine visibles, parfait pour une nouvelle vie tranquille. Après plusieurs mois de travaux, ma petite cabane en bois était enfin prête. Je ne m'attendais pas à ce que cette retraite paisible cache tant de mystères. Dès les premières semaines, j'ai remarqué des choses étranges. Au début, ce n'étaient que des détails, des pierres déplacées, des branches brisées formant des symboles que je ne reconnaissais pas. Une fois, en me promenant autour de la cabane, j'ai trouvé une pyramide parfaite de petits cailloux à l'entrée du sentier. Pensant à un simple caprice de la nature, je n'ai pas prêté attention. Puis, lors d'une nuit calme, un bruit sourd m'a réveillé. J'ai pris ma lampe de poche et suis sorti. Le vent soufflait doucement, mais au-delà des bruissements des feuilles, il y avait cette présence palpable, comme si quelqu'un m'observait. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette massive se fondant dans l'obscurité. Une énorme ombre, debout, disparaissant entre les troncs d'arbres. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre. Les jours suivants, d'autres signes ont commencé à apparaître. Un matin, j'ai trouvé des branches tressées en forme d'arche près de ma porte. Puis, des empreintes larges et profondes à quelques mètres de la cabane. Des branches entremêlées et des morceaux de bois disposés de façon méthodique. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait une intelligence derrière tout cela. Quelque chose voulait entrer en contact. Intrigué et légèrement inquiet, j'ai fait des recherches sur les légendes locales. Les anciens parlaient souvent d'un protecteur de la forêt, une créature que personne ne voyait clairement, mais dont tous ressentaient la présence. La description me semblait vaguement familière, un géant recouvert de poils noirs, silencieux mais observateur. Une nuit, j'ai décidé de laisser quelques fruits et fleurs à l'endroit où j'avais trouvé les premières empreintes. Le lendemain, tout avait disparu, mais en échange, il y avait une rangée de petites pierres alignées devant ma porte. Ce qui m'avait initialement effrayé commençait à se transformer en une étrange forme de communication. Je vis désormais avec l'idée que je partage ce terrain avec une créature ancienne et intelligente. Peut-être n'est-elle qu'une légende, ou peut-être est-elle bien réelle. Mais depuis ces nuits troublantes, je ressens une présence bienveillante autour de moi, comme si cette créature acceptait ma présence et veillait sur moi, tout comme moi, je respecte la sienne. L'année dernière, j'ai décidé de partir seul pour une expédition photographique dans une chaîne de montagnes peu explorée. C'était un rêve que je nourrissais depuis des années, explorer ces hauteurs reculées et documenter leur beauté sauvage. J'étais préparé, équipé d'une carte, de provisions et de mon matériel photo. Je voulais capturer des paysages vierges, intacts, loin des sentiers battus. Dès les premiers jours, j'ai remarqué des signes étranges. À plusieurs reprises, je suis tombé sur des cairns, ces petits tas de pierres dressées disposées en spirale le long des sentiers. C'était subtil, mais suffisamment marquant pour attirer mon attention. J'ai pris des photos, pensant qu'il s'agissait peut-être de marqueurs laissés par d'autres randonneurs. Mais plus je m'enfonçais dans la montagne, plus ces signes devenaient inhabituels. Des branches entremêlées en forme d'arche, des pierres alignées avec une précision presque mathématique, et des traces d'empreintes, larges et profondes, qui disparaissaient mystérieusement après quelques mètres. Une nuit, alors que j'étais installé dans une clairière, j'ai entendu un cri long et profond résonner à travers les montagnes. Ce n'était pas un cri animal ordinaire, mais quelque chose de plus grave, de plus ancien, presque comme une voix. J'ai allumé ma lampe torche, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'obscurité et les arbres imposants. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer une vallée que je n'avais pas encore cartographiée. Là, j'ai découvert une série de marques gravées dans l'écorce des arbres. Des symboles, presque comme une écriture, mais que je n'avais jamais vus auparavant. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, tentait de laisser un message. En continuant mon exploration, j'ai remarqué que ces symboles menaient à une sorte de sanctuaire naturel, une grande clairière entourée de vieux pins tordus. L'air y était lourd, presque sacré. J'ai ressenti une présence, comme si la montagne elle-même m'observait. Et au centre de cette clairière, il y avait une pierre massive, couverte de mousse, avec une empreinte géante gravée dessus. J'ai pris une photo, mais quelque chose m'a poussé à partir rapidement. C'était un mélange de fascination et de peur, comme si je venais de pénétrer sur un territoire interdit. Depuis,
Je crois que ces montagnes ne sont pas simplement des lieux sauvages. Elles sont habitées par des êtres anciens, des gardiens de la nature qui veillent sur ce qui leur appartient. Je n'ai jamais parlé de cette découverte, mais chaque fois que je regarde cette photo de la pierre gravée, je me rappelle cette sensation étrange d'avoir été autorisé, pour un court instant, à entrer dans leur monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.